Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir des composants hydrauliques dans un système de chauffage à eau. Alors, j'ai tronçonné les différentes vidéos. Le cours est séparé en différentes parties. C'est la partie 1. On va s'intéresser surtout à la circulation du fluide dans le réseau. Alors, voici un radiateur. Ce radiateur mural ici va être parcouru par de l'eau chaude, et va émettre de la chaleur. Dans cette maison ici, on visualise différents radiateurs et on voit qu'il y a des tuyaux, on parle de réseau, qui va permettre d'alimenter ces radiateurs. Avec la chaudière qui est ici, un ballon tampon qui est ici, et là, sans doute, on a un ventiloconvecteur qui va pulser de l'air chaud dans la partie ici. Les différentes fonctions que doivent réaliser un chauffage hydraulique, c'est tout d'abord chauffer le fluide, puis faire circuler le fluide jusqu'aux différents points d'émission, et puis émettre la chaleur. Il faudra aussi que le système soit sécurisé, il ne faut pas que le système explose quand on fait monter la température, et il vaut mieux optimiser le fonctionnement afin d'économiser l'énergie et de ne pas avoir des pertes d'énergie qui ne servent pas à chauffer le bâtiment. Alors, chauffer le fluide. Alors, si on prend une chaudière, type chaudière gaz, chaudière bois, etc., il faut un brûleur. Donc, c'est la famille des générateurs de chaleur. On peut avoir un brûleur bois, gaz, fuel, etc. Sur la photo qui est ici, on découvre, alors on voit pas trop les choses, mais ça, c'est une chaudière à granulés. Ici, c'est un silo, et là, c'est un ballon tampon. Donc, vous verrez tout ce qui concerne les brûleurs dans l'amphi-brûleur avec Madame Bernard. Comme générateur, on peut avoir une pompe à chaleur qui génère la chaleur, du solaire thermique, des panneaux solaires qui vont absorber le rayonnement thermique. Effet Joule, alors l'effet Joule, on l'appelle comme ça, effet Joule, c'est tout simplement l'électricité. Un radiateur électrique et un générateur à effet Joule. Voilà comme on l'appelle en CVC. Alors, une petite remarque, le générateur, lorsqu'on l'associe à un ballon de stockage, on peut appeler l'ensemble le système de génération. Alors, si je pose une question ici, toute bête, comment est-ce qu'on fait circuler le fluide dans le réseau de chauffage du générateur vers les émetteurs? Alors, réponse A, l'eau va vers le bas, ok, d'accord, sauf qu'il faudrait mettre la chaudière en haut. Réponse B, et puis ensuite l'eau, il faut qu'elle remonte à la chaudière parce que l'eau est en circuit fermé. Dans un circuit de chauffage, l'eau est en circuit fermé. L'eau s'écoule des hautes pressions vers les basses pressions, ça a l'air d'être vrai. L'eau monte par capillarité, ça c'est pas faux, mais bon, pour un système de chauffage, les tuyaux sont pas très fins, donc ils vont pas monter beaucoup. Et c'est la différence de température qui fait circuler l'eau. Alors on pourrait avoir des systèmes, il existe des systèmes de siphon, qui utilisent cette possibilité, mais c'est pas la plupart des cas. Donc l'eau s'écoule des hautes pressions vers les basses pressions, et la question qu'on peut se poser désormais, c'est comment crée-t-on ces différences de pression? Voilà la réponse. La réponse, c'est qu'on utilise une pompe. Et cette pompe, lorsqu'on l'utilise dans un circuit fermé, dans un circuit de chauffage, on l'appelle un circulateur. Il va faire circuler l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette pompe? Ici, on voit la partie raccord électrique. Le moteur thermique est ici, la partie ici. Voilà, et caché derrière, on voit pas trop, et la partie hydraulique. Avec ici la bride d'aspiration, et là la bride de refoulement. La bride, c'est la connexion, enfin la partie ici qu'on va connecter au tuyau. Alors je dois avoir une petite vidéo que je vais vous passer rapidement. Voilà, ici. Voilà un circulateur. Ce circulateur, on voit le moteur sur la partie haute, ici le moteur, et ici la partie hydraulique est ici. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette bestiole? Voilà, on a une partie renflée dans laquelle l'eau arrive ici, et il y a une roue
hop là, il y a une roue qui tourne et qui entraîne l'eau. Cette roue va donner de la vitesse à l'eau. En donnant de la vitesse à l'eau, elle va expulser l'eau ici et aspirer l'eau de l'autre côté. La vitesse, grâce à la forme ici du circulateur, est finalement transformée en pression. Donc on aura une haute pression ici et on aura aspiration avec création d'une dépression à ce niveau-là. L'eau arrive toujours par la partie centrale et est éjectée par la partie extérieure de la roue. Voilà. Alors, une autre vidéo ici que je découvre en même temps que vous, parce que c'est intéressant. De son hydraulique améliorée et son système. Bon, vous pourrez voir différentes vidéos là-dessus. Je ne vais peut-être pas creuser sur cette chose-là. J'enregistre en direct, ça bug. Voilà, vous pouvez toujours aller voir différentes vidéos sur le fonctionnement des circulateurs. Alors moi je vais rester sur retourner sur mon diaporama ici. Si j'arrive à relancer, c'est du direct en différé. Allez, c'est parti. Voilà, donc le principe de fonctionnement, on l'a dit, c'était une partie moteur qui est ici, avec un axe ici, un arc qui fait tourner une roue, cette roue ici entraîne l'eau, lui donne de la vitesse qui se transforme en pression et aspire ici, au niveau du centre de la roue, l'eau. Au niveau de la schématisation, voici, on fait un triangle dans un cercle, tout simplement. Et c'est ce triangle-là qui indique le sens de circulation du fluide. Donc aspiration ici, refoulement. Voilà notre schéma ici, c'est une pompe à rotor noyé. Alors le fluide ici peut circuler dans la partie rotor, ce qui permet de éviter la surchauffe du moteur. On a des pompes à rotor sec ici, qui nécessitent alors un système d'étanchéité à ce niveau-là, pour pas que l'eau pénètre dans la partie moteur, arbre. La roue toujours ici. La partie renflée qui indique l'entrée de l'eau. Donc sur un circulateur, si vous voulez reconnaître comment circule l'eau, normalement il y a une flèche, mais s'il n'y a pas de flèche, la partie renflée indique l'entrée de l'eau. Voilà un petit circulateur ici, c'est vraiment un petit circulateur qu'on retrouvera en travaux pratiques. On a le même en TP. Et une courbe, voilà, c'est livré avec une donnée constructeur, une notice. Et cette notice-là, on a une courbe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette courbe-là? Alors là, on a la pression en kilopascal, puis là, on a H en mètres. Et là, on a le débit en mètres cubes par heure, puis le débit en litres par seconde. Ok, d'accord. Voilà le graphique. Et puis la courbe caractéristique, c'est la courbe qui est ici en noir, que je repasse en rouge. Alors si je prends la pression, ben en fait cette pression-là, c'est en fait la différence de pression entre l'entrée et la sortie. C'est la surpression apportée par le circulateur. Cette surpression peut être de 12 000 pascal, ici. Je vous rappelle que 10 puissance 5 pascal, c'est la pression atmosphérique. Donc 12 000 pascal ici en surpression, pour un débit de 0,1 mètre cube par heure. En une heure, il y a 0,1 mètre cube qui passe. Si on veut un débit plus fort, eh ben, on aura une surpression qui sera plus faible. On ne peut pas à la fois avoir une grosse surpression et un gros débit, ce qui fait que les courbes ont toujours cette allure-là, qui se casse un peu la figure pour les débits élevés. À savoir. Les courbes tracées ici sont des courbes liées au réseau. J'en reparlerai. Ça, c'est une courbe réseau, parce que le réseau va résister au passage du fluide. Et ça, c'est la courbe pompe. On retrouve ici la puissance, qui peut être intéressant. Voilà. Courbe pompe ou courbe circulateur ou courbe caractéristique. Ce sont les données constructeurs. Alors il faut forcément faire un petit peu d'hydraulique, que vous reverrez plus tard, mais je donne quelques notions. Qu'est-ce que la charge? On a vu ici qu'il y avait un H. Ce H-là,
à droite, ici, s'appelle la charge. Alors, qu'est-ce que la charge? Et bien, en fait, on parle d'énergie volumique du fluide, mais ça revient à une pression totale. En effet, Pascal, l'unité, fois des mètres cubes, ça donne des joules, et les joules, c'est une énergie. Donc, si on divise par des mètres cubes de chaque côté, on voit que les pascals, c'est des joules par mètre cube. Donc, la pression est une énergie volumique. La pression totale du fluide, qui est l'énergie volumique, se sépare en trois grandeurs, où on retrouve la pression statique, la pression qu'on met quand on met un capteur de pression, la partie ici qui s'appelle la pression hydrostatique, qui correspond en fait à l'énergie potentielle de pesanteur, et la partie liée à la vitesse, qui correspond à l'énergie cinétique volumique. Voilà ce qu'on appelle la pression totale. Ce n'est pas la pression mesurée au sein du fluide. La pression mesurée au sein du fluide, c'est celle-là. Si on arrête le fluide avec votre main, mettez votre main par la fenêtre de votre voiture quand vous roulez, vous créez un point d'arrêt, donc la vitesse devient nulle, et la pression que vous avez au niveau de votre main, c'est la pression P plus 1 demi de rho v carré que vous avez arrêté. Donc c'est un peu les vases communicants entre les différentes énergies. Pareil, si vous avez de l'eau à haute altitude, vous faites descendre l'eau, et ben cette eau, en descendant, elle perd de l'altitude, mais elle va donner de la pression, à se transformer en énergie volumique de pression. Et la charge, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est cette grandeur-là, mais qu'on divise par ρg. Rho, c'est la masse volumique, G, c'est l'accélération de la pesanteur. En divisant par ρ, G, on va retrouver H égale P sur ρg plus Z plus V carré sur mg. On voit donc que c'est des mètres, les unités. Et comme on travaille de l'eau, généralement, on dira que c'est des MCE, des mètres de colonne d'eau. Ça, c'est mètres de colonne d'eau. Si je prends de l'huile, je dirais mètre de colonne d'huile. À condition de prendre la masse volumique ici, ρ de l'eau ou ρ de l'huile. Donc le circulateur, lui, son rôle, c'est d'apporter de la charge, d'apporter de l'énergie, qui correspond généralement à une augmentation de pression. L'eau circule dans un réseau hydraulique. Ça correspond toujours à une augmentation de pression pour une pompe. L'eau circule dans un réseau hydraulique, et dans ce réseau, il y a des frottements. À cause de ces frottements, l'eau perd de l'énergie, qui se traduit ici par une diminution de la pression tout au long du réseau. Le circulateur, lui, il va apporter de l'énergie, compenser les pertes de charge. On parle d'apport de charge. Et ça se traduit par une augmentation de la pression. Pour nous, très simplement, on va avoir ceci si on simplifie un petit peu. Et puis plus tard, vous verrez que les choses vont être un petit peu plus rigoureuses. On parle de hauteur manométrique totale aussi. Hauteur manométrique totale. Donc un manomètre, si vous avez un tuyau ici, voilà, et qu'il y a un fluide qui circule dans le manomètre comme ceci, dans le tuyau. Le manomètre qui est là, c'est juste un tuyau qui est vertical, aura une hauteur d'eau. Là, on est en statique, l'eau est en statique, et la hauteur d'eau ici, c'est l'hauteur manométrique. Lorsque vous avez une pompe, ici, vous avez, si on met un petit manomètre ici, on parle de piézomètre aussi, avant et après la pompe, ici, la hauteur d'eau est beaucoup plus grande après la pompe, parce que la pompe a augmenté la pression. Et cette pression-là correspond à une hauteur d'eau. C'est pour ça qu'on mélange un peu pression et hauteur d'eau, sachant qu'on passe de l'un à l'autre en divisant par ρg. Donc là, c'est en pascal, et là, c'est en mètres. Voilà une illustration ici. J'ai un tuyau, de l'eau circule, on verra ce que c'est plus tard, ceci. Le circulateur est là, la chaudière est là, peu importe. Ici, la pression diminue à cause des pertes d'énergie dans le tuyau. Dès qu'il y a un petit problème singulier ici, un petit accident de parcours, ça fait chuter la pression aussi. La pression chute à cause du tuyau, à cause des frottements dans les tuyaux. Et hop, le circulateur remonte la pression à un niveau.
Et ensuite, l'eau s'écoule de la haute pression vers la basse pression. Après, ça revient ici. Donc l'apport du circulateur est donné soit en pression en pascal, soit en charge. C'est totalement synonyme avec le facteur ρg. Et là, je vous montre que 1 mètre de colonne d'eau correspond donc à ρgh. Si je prends de l'eau, c'est 1000, la masse volumique de l'eau. Si je prends G, 9,81, et si je prends 1 mètre de colonne d'eau, ça me fait 0,1 bar. Donc on retiendra que 1 mètre de colonne d'eau correspond à 0,1 bar, ou encore on peut retenir que 10 mètres de colonne d'eau correspond à 1 bar. On verra aussi que c'est intéressant, notamment en aérolique, que parfois on travaille en millimètres de colonne d'eau. Et millimètres de colonne d'eau, ça va correspondre du coup à 10-4 bars. Et 10-4 bars, c'est 10 pascal. Donc on peut retenir aussi qu'un millimètre de colonne d'eau correspond à 10 pascal. Alors, on parle de dimensionnement en CVC, en génie climatique. Quand on parle de dimensionnement de l'installation ou d'un circulateur, c'est en fait faire des calculs pour trouver quel est le bon matériel qu'on va mettre dans l'installation. Si vous dimensionnez un tuyau, ça veut dire qu'on va choisir le diamètre du tuyau, le diamètre optimal du tuyau pour que tout se passe le mieux possible. Si je veux dimensionner un circulateur, eh ben, je veux trouver les grandeurs caractéristiques du circulateur et après le choisir sur un catalogue. Les deux grandeurs caractéristiques d'un circulateur sont le débit que le circulateur fait passer. Et le débit il peut être en mètres cubes par heure, en litres par seconde, etc. Alors, l'unité du système international, c'est le mètre cube par seconde. Vous aurez un cours sur les mesures avec toutes les unités. Et notamment les histoires d'unités du système international. Voilà quelques petits rappels de conversion. Et puis, alors le débit d'eau, c'est intéressant parce que lorsqu'on verra plus tard au semestre 2, quand on fera la thermique des locaux, et ben en fait, ce débit d'eau va correspondre à une puissance thermique qu'on va pouvoir amener au radiateur. Donc, en fait, on va plutôt travailler sur, voilà, j'ai un radiateur, il me faut 1000 watts dans ce radiateur. 1000 watts, ok, ça correspond à quel débit d'eau? On verra ça plus tard. Pour l'instant, je m'occupe juste du circulateur. Je considère que quelqu'un m'a dit, il faut tel débit, ok, et il faut le circuit, faire circuler dans un circuit qui a telle perte de charge. Les pertes de charge sont la résistance hydraulique des tuyaux, du réseau, qui sont en kilopascal, ou en bar, ou en mètres de colonne d'eau. L'unité ici, donc c'est le pascal, hein. Je rappelle un petit peu des changements d'unité. Et si on passe en mètres de colonne d'eau, on utilise cette conversion ici. Donc, pour choisir un circulateur, il faut connaître le débit et la pression finalement que le circulateur doit apporter. Et cette pression cette pression va compenser, on va dire que c'est une surpression. Cette surpression va compenser les pertes de charge. C'est pour ça qu'on a égalité en fait entre la surpression et les pertes de charge. Pour un circuit fermé, si on veut faire monter de l'eau dans la montagne, c'est autre chose, qu'il faut vaincre la gravité. Alors que dans un réseau en boucle fermée, on n'a pas besoin de vaincre la gravité, puisque l'eau redescend par gravité aussi. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé le débit et les pertes de charge, on peut choisir un circulateur grâce aux courbes caractéristiques. Alors une petite application, vous pouvez faire pause sur votre diaporama pour convertir 0,8 litres par seconde en mètres cubes par heure. Voilà, je ne vais pas vous faire attendre ici. D'accord, vous faites votre truc, vous faites pause. Et vous faites votre petit calcul. Et pareil, convertir 3,5 mètres de colonne d'eau en bar, en pascal, en kilopascal. Allez, faites pause. Faites des calculs. Allez, le temps est écoulé, vous avez fait pause, vous avez fait vos calculs. 0,8 litres par seconde, c'est 0,8 litres divisé par une seconde. On peut faire ça très simplement. Et après, remplacer une seconde par 1 sur 3600 heures. Les litres, 10-3 mètres cubes, on obtient 2,88 mètres cubes par heure. J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse.
Ensuite, 10 mètres de colonne d'eau, c'est un bar. Donc 3,5 mètres de colonne d'eau, c'est 0,35 bar, qui correspond à 35 kPa avec cette conversion. Voici une doc technique d'un circulateur qui paraît un peu compliqué, parce qu'en fait, ils ont mis sur le même doc différents types de circulateurs. Il y a le UPS 2520, le UPS 2530, l'UPS 2540, etc. Alors, moi je le sais, mais on ne peut pas deviner. Ici, le 20 qui est là, 30, 40, c'est la hauteur manométrique. La hauteur manométrique en décimètres. C'est pas super simple, donc c'est 2 mètres. Quand c'est marqué 20 ici, c'est 2 mètres. Donc là, ici, c'est 2 mètres. On est un peu en dessous de 2 mètres quand même. Voilà ici. Ensuite, le débit. Et nous, on va s'intéresser à l'UPS 3250 que j'entoure en rouge. Et voilà, l'UPS 3250, il a deux courbes caractéristiques. Alors pourquoi? Parce qu'il a deux vitesses. On peut choisir la vitesse. Et donc deux courbes de caractéristiques ici. Donc vous pouvez faire pause et lire toute la doc ici, si ça vous intéresse. Pour la vitesse 2 et la vitesse 1, la puissance n'est pas tout à fait identique. Voilà, c'est les puissances et l'intensité nominale est indiquée. Alors si je veux un débit souhaité de... alors là, je m'interroge juste sur le fait que... Ok. Donc si je veux un débit souhaité de 2,5 m3 par heure, je vais ici faire coïncider deux barres à 2,5 m3 par heure. Et si j'ai une perte de charge du réseau, on ne sait pas encore calculer la perte de charge. Très bien. Je vous indique qu'on a une perte de charge sur ce réseau de 30 kPa. Je fais donc coïncider les deux et au miracle, ça tombe sur une des courbes caractéristiques. Donc le circulateur va convenir et on aura ici notre point de fonctionnement qui sera à ce niveau-là. Alors vous allez me dire si jamais on ne tombe pas sur la courbe. Alors si jamais on ne tombe pas sur la courbe, imaginons qu'on tombe sur un point qui se trouve ici. Voilà, si on trouve ici, et ben en fait on va continuer la courbe réseau. Alors la courbe réseau n'est pas tracée ici, on peut la tracer. Et la courbe réseau va dire que si on se met en vitesse 2, on sera ici. Si on se met en vitesse 1, on sera à ce niveau-là. Et on aura notre point de fonctionnement, qui va forcément être sur une des courbes caractéristiques. Et après, on a la puissance. Alors, je suis un tout petit peu étonné qu'en vitesse 2, on ait une puissance inférieure. Je pense qu'il y a une petite erreur. Et une inversion dans le doc constructeur que je n'avais pas remarqué avant. Alors, quelques grandeurs physiques qu'on va retrouver quand voilà, on fait de la technologie, c'est vrai, dans ce module-là, mais je suis obligé de faire des petits rappels de physique aussi. Et des grandeurs importantes, c'est le débit massique, qui est noté QM, ou encore M point, qui est en kg par seconde. Donc les unités sont très importantes pour pouvoir se repérer un petit peu. Le débit volumique, appelé QV ou V point, en mètres cubes par seconde. On a la relation entre QM et QV qui est là, à connaître par cœur. La masse volumique est en kg par mètre cube, à connaître par cœur celle de l'eau, qui est à peu près de 1000 kg par mètre cube. Si on chauffe l'eau, par contre, la masse volumique peut diminuer. À 20 degrés, elle est de 998, à 60, à 95 degrés, elle doit être de 960, je ne sais plus. Et elle varie avec la température et la pression, sauf qu'elle varie très très peu avec la pression. Du coup, on la considère constante. À température constante, on considère que la masse volumique est constante et que l'écoulement est dit incompressible. Voilà. Ça ne sera pas le cas si on a de l'air, qui est un gaz et qui est compressible. La vitesse, avec la relation à connaître, le débit volumique dépend de la vitesse, c'est V fois S, S étant la section. C'est S. Et la section, pi r carré ou pi d carré sur 4. On aime bien travailler plutôt avec pi d carré sur 4, car c'est plutôt le diamètre que l'on connaît. Important à retenir, le débit massique se conserve toujours tout le long du réseau. Alors, sauf s'il y a une dérivation,
Enfin, s'il y a une dérivation, les débits se séparent, mais on ne perd pas de masse. Et pour nous, qui utilisons de l'eau considérée comme incompressible, comme c'est incompressible, ρ est considéré comme constante, et donc le débit volumique se conserve aussi en hydraulique. Alors, petite question, comment évolue la vitesse dans un élargissement? Un liquide est un fluide incompressible, donc ρ1 égale ρ2. Là, j'ai V1, V2, j'ai un élargissement à ce niveau-là. Les lignes de courant sont comme ceci et vont faire comme cela. La section est plus grande et le débit massique se conserve. Comme on a ρ1 égale ρ2, parce que c'est un liquide, on aura QV1 égale QV2. QV, c'est VS. On obtient V1S1 égale V2S2. On peut isoler V2 et voir que V2 égale V1 S1 sur S2, et ce terme-là est inférieur à 1. Donc, lorsque le diamètre augmente, la vitesse diminue. Inversement, si vous avez un rétrécissement, comme ceci, là, ici, il va y avoir accélération du fluide à ce niveau-là. On n'a pas parlé de puissance encore. La puissance hydraulique, c'est la puissance utile qui est donnée par le circulateur au fluide. Donc on a dit que le circulateur augmentait la pression et faisait passer un débit. Et bien le débit, la puissance hydraulique, c'est tout simplement la surpression fois QV. Par contre, il faut bien veiller à être dans les unités du système international. Donc attention aux notations dans les docs techniques. P peut être en pascal, mais aussi en kilopascal ou en mètres de colonne d'eau. Si vous avez des mètres de colonne d'eau, il va falloir transformer ça en pascal. De plus, dans les docs techniques, il y a souvent P qui est indiqué, mais il faut comprendre que ce P-là, c'est la surpression, donc c'est delta P. Alors le rendement, c'est la puissance de sortie sur la puissance en entrée. D'accord? Entrée et sortie. Et en entrée, en fait, pour alimenter votre pompe, vous allez souvent utiliser de l'électricité. Et en sortie, on aura donc de l'énergie mécanique ou hydraulique, ce qui fait que le rendement, c'est P hydraulique sur P absorbé élec, et il est inférieur à 1. Alors, suite de l'exemple, on a un débit de 2,5 m3 par heure. OK. Un apport de charge de 30 kPa, qui compense les pertes de charge de 30 kPa. Et on demande de calculer la puissance hydraulique. Donc, faites pause et calculez là. On obtient 21 watts. On remarque que le rendement ici, en prenant la vitesse 2 ici 115, j'ai pris 115, pas 130, c'est sans doute 130, c'est pas très logique d'avoir cette différence. Et on trouve un rendement assez faible de 18%, qui ne doit pas vous étonner parce que c'est des rendements plutôt faibles en fait sur les circulateurs et sur les ventilateurs. On va finir par le tracé d'une courbe caractéristique du circulateur. En TP, vous le ferez avec une vanne réglable qui est ici, voilà le symbole d'une vanne. On va découvrir peu à peu les symboles des différents composants. Un manomètre différentiel pour mesurer la différence de pression. On n'aura pas tout à fait ça en TP, mais c'est pas grave. Et un débitmètre, ça permettra de tracer cette fameuse courbe caractéristique si jamais on n'a pas accès au doc constructeur. Donc le débitmètre, c'est un débitmètre à flotteur. Ici, vous avez le flux qui passe à ce niveau-là. Je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Il est rotatif, il y a une petite encoche à ce niveau-là qui fait qu'en passant le fluide fait tourner le flotteur, ce qui permet de stabiliser le flotteur. Et on lit toujours la partie la plus haute, la plus large. D'accord? Donc si votre flotteur, ça arrive parfois, est comme ceci, la plus haute, plus large, ben c'est à ce niveau-là. Ok. Voilà, je vais arrêter là cette partie 1. Et on se retrouve pour la partie 2.